Charles Potarelli, bonjour. Bonjour tout le monde, avec nos excuses, celles de Serge Martinat et les miennes, parce que bien que Serge soit habitué aux villes compliquées, puisqu'il habite normalement à Paris, on s'est perdu dans Sanary, c'est idiot, mais c'est comme ça. Il a cherché la scène. Ah oui, il a cherché la scène, lui. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions comme je l'ai fait avec Hélène. Si elles ne sont pas discrètes. Ah, on verra. Ça, je suis seul juge aujourd'hui. Vous avez écrit à peu près 2 douzaines de livres. Ouais. Depuis quand? Le premier a dû sortir en 1994. Il a eu une sortie confidentielle parce que je l'avais confié à l'éditeur local qui s'appelle La Nerte, enfin qui s'appelait, puisque depuis ils ont fermé, et je suis pour rien. J'ai dû faire depuis une vingtaine de livres, la moitié en roman, la moitié en livre de documentaire. Alors, dans ces livres, effectivement, il y a beaucoup d'histoires. Tout se passe dans la région. Oui. Oui. Pourquoi dans la région? Pourquoi dans la région? Parce que je suis de la région, et donc on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien. Je suis toulonnais, et c'est pour ça que j'ai choisi l'optique régionaliste. Mes romans se déroulent dans le Var, et mes bouquins documentaires se déroulent aussi dans la région, puisque j'ai fait le premier livre que j'ai fait, c'est un livre sur l'occupation à Toulon, puisque je suis né, tant pis je vais dire mon âge, je suis né à la fin de 1941, donc la région était sous la botte nazie, et j'ai voulu chercher comment on vivait à Toulon à cette époque-là. Et une fois que j'ai cherché, c'était uniquement pour ma satisfaction personnelle, une fois que j'ai rassemblé de la documentation là-dessus, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un bouquin. Et j'ai fait le bouquin à partir de là. Donc, ensuite, j'ai été contacté par un éditeur qui était les éditions de Boré, qui a une collection de livres sur les affaires criminelles entre le milieu du 19e siècle et nos jours, et qui voulait faire le Var, puisqu'il n'avait pas encore eu le bouquin sur le Var. Donc on m'a demandé de m'occuper des affaires criminelles pour le Var. Ça ne m'a pas emballé tout de suite, j'ai pris un délai de réflexion, puis après je me suis dit que je pouvais toujours essayer. Puisque lorsqu'on écrit, le problème c'est de se faire éditer. Là, c'était pas moi qui cherchais un éditeur, c'était l'éditeur qui me tombait dessus. Donc j'ai fait le Var. Une fois que j'ai fait le Var, on m'a demandé de faire les Bouches-du-Rhône. Et voilà comment j'ai fait donc 5 livres documentaires sur les affaires criminelles dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Je les ai tous. C'est très bien. Vous cherchez des idées pour zigouiller quelqu'un? Non, je ne cherche pas des idées pour zigouiller quelqu'un. Les idées, je les ai, hélas. Mon compagnon pourrait vous le dire. Qu'est-ce que c'est qui vous a inspiré? Alors, depuis quand? Qu'est-ce que c'est qui vous a inspiré pour commencer à écrire? Bon, ben ça, je vous ai dit au début, c'était juste une curiosité personnelle. Je voulais savoir comment on vivait à l'époque sous le régime nazi. Et c'est une fois que j'ai rassemblé tous les documents, toutes les sources là-dessus, je me suis dit, ça, il faut en faire un bouquin, et donc j'en ai fait un bouquin. Voilà. Et après, à partir de là, j'ai été contacté par De Boré, et je ne reviens pas sur l'histoire des affaires criminelles. Voilà. Et puis, alors je sais, la question qui est derrière votre question, là, parce qu'on me la pose souvent dans les fêtes du livre. Je reçois souvent des personnes, en général ce sont des femmes, qui me disent, moi je voudrais écrire, mais comment vous trouvez l'inspiration? Alors l'inspiration c'est très variable, et ça demande à être un peu sollicité. En ce qui concerne les affaires criminelles, j'avais donc des histoires un peu extraordinaires qui méritaient d'être romancées, et c'est à partir de là que j'ai fait 2 ou 3 livres. À partir de mes recherches sur les affaires criminelles, notamment la Dame à la Cipuca, les boutons de Jean-Baptiste, tout ça c'est des histoires adaptées à partir de ce que j'avais recueilli comme éléments sur les affaires criminelles. Une
l'inspiration, je vous disais, il faut parfois un peu la solliciter. Notamment, le premier roman que j'ai fait, c'est Alice et les chemises noires. Alice et les chemises noires, c'était à l'occasion d'un voyage en Italie, dans un cimetière. J'ai traversé un cimetière parce que j'étais à la recherche, comme vous l'avez remarqué, j'ai un nom en lit. Alors j'étais à la recherche de mon nom sur les pierres tombales dans un cimetière d'un petit village italien. Et j'ai été un peu surpris de trouver sur une pierre tombale, de trouver le médaillon d'une jeune femme, jolie. Peut-être s'il n'avait pas été joli, ça n'aurait pas retenu mon attention, je ne sais pas. Et quand j'ai regardé ces dates de naissance et de décès, je me suis rendu compte qu'elle avait vécu toute sa vie sous le régime de Mussolini. Alors je me suis dit, qu'est-ce que peut être la vie d'une jeune personne, d'une jeune femme sous le régime mussolinien? Et comme je ne pouvais pas me permettre de rechercher tout ce qui la concernait, j'ai imaginé sa vie. J'ai fait ce que j'ai appelé une biographie imaginaire. C'est devenu Alice et la chemise noire. Et ensuite, il y a aussi l'histoire qui permet, la grande histoire qui permet de laisser éclater le déclic qui conduit au roman. Par exemple, pour l'héritier de la Bartabelle, la Bartabelle, c'est une propriété agricole, enfin viticole plus exactement, dans le littoral, sur le littoral barrois. Je l'ai situé à la Lande. Et dans cette propriété, comme dans les autres d'ailleurs, tout ce qui était viticole, en 1905, 6, 7, il y a eu une très grosse crise du vin, qui fait que la production de vin se vendait mal et que ça a donné lieu à des émeutes paysannes un peu partout dans le sud de la France. Et chez nous, ça a été moins violent que dans le Gard ou l'Hérault, etc. Mais c'était quand même des révoltes massives. Et j'ai imaginé un roman à partir de là, parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs, enfin de viticulteurs, qui trafiquaient du vin, ils importaient du vin d'Algérie, ils mettaient quelques morceaux de sucre, enfin quelques morceaux, ou plus que quelques morceaux, et puis ils revendaient ça comme si c'était une production locale. Ce qu'on appelait la chaptalisation. Oui, mais c'était la chaptalisation un peu sauvage. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, il faudrait que je fasse un roman. Alors comment faire un roman à partir de là? Le roman que j'ai imaginé, c'est la vie d'une famille dans le domaine de la Bartabelle. La vie d'une famille où le père veut faire de l'argent très vite et sans mettre les formes, alors que le fils, lui, qui vient de faire des hautes études commerciales, il veut faire de la qualité. Donc c'est un peu le conflit entre le père et le fils à propos de la qualité du vin. Vous choisissez, alors là vous avez dit que c'était l'éditeur qui vous avait choisi. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous de chercher un éditeur et est-ce que la tâche a été facile ou est-ce que ça a été compliqué? C'est jamais vraiment facile parce que, enfin si c'est facile à partir du moment où on connaît l'éditeur et où on sait ce qui l'attend. Par exemple, quand j'ai sorti La colère des Russes, qui était un livre sur la révolte des Varois le 2 décembre 1851, je n'ai pas été tout de suite accepté. Je l'ai proposé chez Debourré, où on m'a dit c'est trop historique, c'est pas assez régional, c'est trop historique. Et alors je me suis tourné vers un autre éditeur, le Maupassant, les éditions du Maupassant, qui me l'ont pris tout de suite. En deux mots, Maupassant. Oui, Maupassant, qui me l'a pris tout de suite. Il faut dire quand même que quand on a 2 ou 3 bouquins déjà derrière soi et qu'on peut afficher ça devant un éditeur, ça facilite les portes s'ouvrent plus facilement. Oui. Et pour en revenir à votre vie bien remplie, vous avez fait beaucoup d'associatifs aussi? Oui, j'ai fait de l'associatif, d'abord à titre syndical, ensuite en tant que parent d'élèves, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? Vous avez un peu écrit dans les colonnes de Cuverville? Cuverville, oui, quand une bande d'illuminés à laquelle je me suis rallié un peu plus tard s'est imaginé qu'il pouvait faire un journal pour combattre le Front National à Toulon. Et j'ai trouvé l'initiative intéressante et donc je m'y suis rallié et j'ai collaboré à Cuverville jusqu'à sa disparition en 1996.
Voilà. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous êtes plus disposé à écrire? Alors quand je dis dans la journée, ça peut être dans la nuit. Hein. Hélène, on a vu que c'était dans la nuit. Alors, Bon, j'ai pas de plan de travail régulier. Je me dis pas, je me lève à telle heure et vais faire 2 ou 3 heures d'écriture. J'écris quand j'ai une idée que je trouve intéressante, je me dis tiens, tout de suite, je vais la développer. Donc j'ai un travail parcellaire, si on peut dire. le temps de la documentation, par exemple, de chercher les archives, la documentation. Ouais, ça aussi, mais disons que j'écris quand j'en ai envie, quoi. D'accord. Par exemple, j'ai fait quelque chose d'impardonnable pendant le confinement du Covid. C'est fou ce que j'ai entendu dire. Oh là là, moi j'ai profité du confinement pour écrire. Moi, pendant le confinement, j'ai rien foutu. Ah bah, on est deux, au moins. Et à mon avis, on est plus que ça. Oui. Ouais. Et quand vous avez eu l'idée en tête, combien de temps vous mettez pour réaliser, pour aller jusqu'au bout du livre, en temps? Ça m'est difficile de vous le dire. Par exemple, sur le roman auquel je travaille en ce moment, j'ai beaucoup de temps mort parce que j'ai des moments de doute. Au départ, je me suis dit, ça c'est une idée intéressante, et puis de temps en temps, je me dis, oh bof, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc, j'ai pas de... Qu'est-ce que c'est qui vous fait douter? Par rapport à quoi ça pourrait être intéressant ou pas? Par rapport à l'histoire, surtout que là, c'est un événement réel que je romance, et je me dis, quand j'en ai eu connaissance de cet événement, je me suis dit, c'est intéressant, ça pourrait faire un roman, et puis là, j'ai des moments de doute, disons. Est-ce que c'est un moment de doute ou est-ce que c'est ce que l'on entend souvent, la page blanche? Non, ça, la page blanche, ça m'a pas trop menacé jusqu'à maintenant. Non, c'est parce que je me dis où est-ce que je vais, parce que je ne fais pas de plan. Hein. Ça me rassure. Je ne fais pas de plan parce que c'est pas utile. Parce que pendant qu'on écrit, on pense à autre chose et on dérape. Le plan, les quelques fois où j'ai essayé d'en faire, j'en suis toujours sorti en route. Alors... Ça me fait plaisir parce que je fais partie d'un atelier d'écriture où je me fais gronder sérieusement parce que je ne fais pas de plan. C'est pas indispensable. Bon, c'est bien de savoir où on veut aller, mais moi, à partir du moment où je sais où je veux aller, ça me suffit. Je ne vais pas mettre ça par petits détails. D'accord. Et donc, il y a des projets en cours qui arrivent aujourd'hui. Vous avez des projets d'un futur livre qui arrive, d'après ce que j'ai pu comprendre, et d'autres projets peut-être? D'autres projets, je ne sais pas. Déjà, je m'attache à ce roman. Si j'arrive au bout, ça sera bien. Il n'y a pas de raison. Et comme je ne sais rien faire d'autre, je ne sais pas ce que je pourrais avoir comme autre projet. Peut-être une actualité, la fête du livre de Toulon qui arrivera au mois de novembre, peut-être d'autres actualités entre-temps, d'autres salons. Cela dit, j'ai de plus en plus de mal à participer aux fêtes du livre parce que je n'ai rien produit depuis 2 ans. Et ça, c'est mortel. Il y a beaucoup de fêtes de livres où on exige qu'il y ait une publication faite entre les 2 tours, entre les 2 fêtes du livre de la ville en question, c'est-à-dire entre la dernière qui a eu lieu et la nouvelle. Alors, oui, c'est vrai que c'est les conditions, ça. Là, j'ai un projet qui a capoté, mais j'y suis pour rien. C'est l'éditeur qui a capoté. Je vous le dis en 2 mots, ça vous donne une idée aussi de ce qui se passe dans l'édition. J'avais quelques nouvelles qui dormaient sur mon ordinateur et je me suis dit, c'est idiot de les laisser dormir. Je vais en faire un recueil. J'ai contacté un éditeur, Phoenix d'Azur, je l'ai contacté parce que c'était un éditeur varois et que je le connaissais et que, le contact était plus facile. Et puis, d'autre part, c'est un recueil de nouvelles. Ça, c'est invendable. Les éditeurs, surtout lorsqu'ils sont gros, refusent absolument de prendre en charge des nouvelles parce qu'il paraît que ça se vend mal. Ça se vend mal, donc il les refuse. Alors là, j'en avais un qui a accepté. Il a pris, je lui ai envoyé mon texte, il l'a mis en forme, il a même prévu la couverture du livre. Je vous le dis, ça devait s'appeler « Ainsi vont les gens ». Je vous le dis parce que vous risquez de le retrouver. Alors, « Ainsi vont les gens », une fois que c'était prêt à sortir,
mon éditeur a mis la clé sous la porte et il s'est trouvé en liquidation judiciaire. De Boré aussi d'ailleurs, non? Oui, de Boré, ils ont été repris. Alors en liquidation judiciaire, je me suis dit, ben, tant pis pour mon recueil de nouvelles. Mais donc j'avais fait ma croix dessus, quoi. Et un jour, par hasard, absolument par hasard, sur le net, j'ai trouvé sur le site de la librairie Erol, j'ai trouvé mon bouquin, Ainsi vont les gens. Il était proposé à la fois en papier et en version e-book. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Sans vous prévenir? Sans me prévenir. Alors j'ai pris contact avec Erol, j'ai demandé comment ils avaient eu ce texte. Ils ne m'ont pas répondu. Si, ils m'ont répondu, mais apparemment ils se sont dit, celui-là va nous emmerder, on va le calmer. Alors ils m'ont répondu en disant que, conformément à ma demande, qui n'existait pas, ils avaient retiré le livre de leur site. Ça, c'est vrai, ils l'ont retiré, mais c'est tout. Alors... Et ça veut dire que les ventes qu'ils ont fait... Oui, alors mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, après la disparition de Phoenix d'Azur, il y a quelqu'un qui s'est chargé de faire imprimer le bouquin, de le diffuser. Alors, j'ai demandé à un ami qui est libraire à Toulon, le Carré des Mots, je lui ai demandé de jouer à passer une commande auprès d'Erol pour voir ce que ça donnait, parce que Erol est également éditeur et distributeur. Alors je lui ai demandé de passer une commande auprès d'Erol, et Erol a répondu titre non disponible. Oui, ça m'étonne. Ah. Et voilà. Alors, mais ce titre, on continue à le trouver aussi à la FNAC, sur le site de la FNAC. Donc il y a quelqu'un qui a le texte, qui en tire bénéfice, mais qui ne m'a pas contacté, qui ne m'a pas fait signer le contrat. Il y a quelqu'un qui se sucre avec ça, quoi. Je n'arrive pas à savoir qui, alors j'ai saisi la Société des gens de lettres, qui est un petit peu le syndicat des écrivains. La Société des gens de lettres est chargée de savoir d'où vient l'entourloupe en question et ce qui va se passer. Et j'attends la réponse. Je sais qu'ils s'en occupent, puisqu'ils m'ont demandé un petit renseignement entre-temps. Ah, bah c'est bien. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez parlé dans l'email, le dernier email que nous avons reçu, d'une lecture d'un texte. Il est là. Il était perdu avec moi. Alors il va venir entre nous deux. Oui, alors je vais vous dire un mot. Allez, parlez-nous. Serge Martina, pour ceux qui avaient la télévision il y a quelques années, on ne dira pas combien, hein, Serge. On ne dira pas il y a combien d'années. Si, tu peux le dire. Il avait un rôle dans le feuilleton. Je ne dis pas une série, puisque... Non, ça s'appelait le feuilleton. À l'époque, ça s'appelait le feuilleton. On voit là, parce que c'est mon problème, c'est de voir. Il avait le rôle de Laurent dans le feuilleton Nance-le-Berger. Je vais voir tout de suite. Dans le feuilleton Nance-le-Berger, il avait le rôle de Laurent. Laurent, c'était moi. Et Laurent et Pascaline. Puisqu'il était de passage à Toulon, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour l'exploiter un peu et pour lui demander de me faire une lecture. Parce que les comédiens, en principe, savent lire, hein, Serge, c'est vrai. Il paraît. En principe. Prenez le micro. Donc, oui, attends, je vais d'abord situer le passage qu'il va vous lire. Hein, alors, cet extrait des Dames de la Barthabelle, qui est une suite à l'héritier de la Barthabelle. Je dois préciser que... Alors, je dis tout à l'heure que c'était une propriété viticole, ça l'est toujours, qui se situait à la Londe. Et je situe le déroulement de l'action au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes étant mobilisés, ce sont les femmes qui ont continué à faire tourner la boîte, faire tourner la propriété viticole. Et ils y ont ajouté en plus, une fois que la guerre a été terminée, que les hommes sont revenus, elles n'ont pas lâché prise, elles ont continué à bosser pour la propriété, et en plus elles ont ajouté un projet de confiture.